Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Alexis Claes, fondateur d'Agissez Maintenant. Bienvenue donc à cette plénière sur la transformation du travail, les outils, modes d'organisation et relations humaines pour répondre aux enjeux d'engagement des employés dans la collaboration à distance. Pour le dire plus simplement, la crise du Covid a accéléré l'avènement du flex office, a remis au cœur de beaucoup de personnes une recherche de sens et a mis en exergue la recherche d'attractivité des entreprises dans un contexte de rareté des talents, en tout cas de guerre des talents. Donc cette conférence a pour intention d'explorer, avec nos invités que présentera Elisabeth tout à l'heure, cette conférence a pour intention d'explorer les outils, les modes d'organisation et surtout les relations des humains suscitant l'engagement et la motivation dans un contexte de travail de plus en plus à distance et le développement aussi du travail collaboratif. Alors, je vais maintenant vous présenter Elisabeth Lucan qui va animer le débat. Et juste après la présentation que je ferai, je vous ferai une petite chose que je fais effectivement dans mon travail. Je ferai une petite introduction bio-inspirée. Mais avant tout, voilà, vous présenter Elisabeth. Elisabeth Lucan est une consoeur, puisque nous faisons partie du même collectif qui s'appelle Archipel Chiosé, qui accompagne les transitions, qu'elles soient personnelles, organisationnelles ou territoriales, dans le sens du vivant. Et Elisabeth a fondé Valeurs d'être il y a déjà 7 ans. Donc tu travailles dans des accompagnements individuels ou collectifs à l'alignement des personnes, de leurs projets, qui soient à la fois respectueux d'eux-mêmes et des autres et de la planète. Voilà. Tu fais partie, donc effectivement, tu es en ce moment actuellement en train de fonder une couveuse ESS dans le Val-de-Saône à Saint-Germain-en-Transition. Et enfin, tu as repris les études il y a quelques années à l'IAE de Lyon, en Master 2 de socio-économie, et ton mémoire portait sur l'impact des représentations entrepreneuriales, des représentations mentales sur la capacité des entrepreneurs à créer des modèles économiques durables. Voilà, on est quand même bien dans le sujet. Donc, maintenant, je vous propose un petit moment de bio-inspiration. Alors, qu'est-ce que c'est la bio-inspiration ? Déjà, vous vous dites, oh là là, c'est quoi ce truc ? Donc, vous connaissez plus ou moins le biomimétisme, plus que moi, sûrement. Eh bien, la bio-inspiration, c'est effectivement être dans la même posture qu'un certain Léonard de Vinci. Et vous connaissez tous cette citation, « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là que notre futur ». Et la bio-inspiration, c'est s'inspirer du vivant. C'est finalement faire ce pas de côté pour observer le vivant sans a priori, dans une vraie attitude naturaliste pour voir en quoi le vivant peut nous inspirer. Et qu'est-ce que cette situation que je viens de décrire en introduction m'inspire personnellement ? Elle me fait penser à un animal qui nous est familier, qui est devenu vraiment un animal domestique, le chat. Le chat que nous croyons connaître et pourtant qui nous réserve bien des surprises. Nous connaissons le chat dans son besoin de sécurité, dans son besoin de dormir, peut-être qu'il faudrait commencer par ça, mais aussi dans son besoin de rituel, dans son besoin de contrôle de son territoire. Selon les caractères, voilà, nous connaissons un chat aventureux, un chat curieux, un chat entreprenant, et un chat fulgurant quand il chasse. Peut-être pour ça qu'il dort autant, c'est que cette manière d'être fulgurant quand il chasse et quand il attrape ses proies. Eh bien, ce que nous ne savons pas, c'est que le chat, comme nous, il est flexible. Les scientifiques, les explorateurs ont emmené des chats avec eux, toujours pour la même raison depuis plus de 5000 ans, pour chasser les souris dans les bateaux. Et le chat s'est mis à coloniser, nos bons vieux chats européens s'est mis à coloniser effectivement l'île des Kerguelen. Et en très peu de temps, les chats se sont adaptés. Ils ont commencé à chasser à 3, à 4. Parce que chasser tout seul, ça ne menait à rien. Eh bien, cela révèle la plasticité du cerveau du chat et sa capacité à transmettre aux nouvelles générations les us et coutumes de leur nouveau lieu de vie. Donc, comme les chats, et là je vais poser une question,
Saurons-nous nous adapter aux évolutions de notre monde du travail? Et si la période a été déstabilisante, saurons-nous retomber sur nos pattes? Voilà. Je vous laisse la parole. Merci Alexis, et pour la présentation et pour ce rapport au chat. On va peut-être pas se reposer tout de suite. Moi, j'ai l'honneur de vous présenter maintenant nos 3 intervenants et de les mettre en scène finalement autour de ce magnifique sujet riche et complexe. Ils ont tous les 3 une expérience et un parcours à la fois différents et en même temps avec plein de points communs. Et chacun va avoir sa note individuelle. Voilà. Donc, Pauline Sichet d'Alibar, tu as un départ en école de commerce et en expertise comptable. Et tu as commencé en consolidation chez Canal+, et également en audit chez Price. Et puis, en fait, après un passage éclair dans la pâtisserie, tu pars sur les routes d'Amérique latine et tu en reviens avec un projet de café coworking, donc un fameux tiers-lieu déjà hybride à l'époque. Et puis, en fait, en mettant en réalisation ce projet, tu rencontres un promoteur immobilier, alors Didier Codard-Breil, voilà, qui va devenir ton associé, et qui te dit finalement, plutôt qu'un café coworking, pourquoi pas 20 000 m² de bâtiment et un espace totem, quelque part, référence en tout cas des startups. Et vous voilà parti en 2016 pour créer Bel Air Camp. Pour tous ceux qui suivent votre histoire, vous avez probablement vu qu'il y a eu un incendie voilà, de ce bâtiment qui venait de naître. Mais ça vous a donné l'élan de rebondir. Vous avez retravaillé votre identité à ce moment-là. Et aujourd'hui, vous avez 3 bâtiments et bientôt 5. Alors, je vais faire la petite liste. Donc, vous avez Bel Air Business, des bureaux privatifs et espaces réunion. Bel Air Industrie, des ateliers privatifs où on peut stocker, produire et prototyper. Bel Air Center, donc c'est les 2 derniers étages de la tour Oxygène, faut pas que je me trompe de tour. Et bientôt Bel Air Textile pour la filière textile et Bel Air School pour rassembler les organismes de formation. Ce qui est important de dire... Oui, c'est ça, merci. Bravo. Ce qui est important de dire, c'est qu'à chaque bâtiment, c'est une communauté qui a une même animation au sein de l'ensemble de ces bâtiments. Et forcément, vu qu'il y a eu de différents bâtiments, à la fois pour vos équipes, mais pour vos clients, il y a eu donc des nouvelles technologies qui se sont mises en place et ce besoin de collaborer encore plus à travers ces bâtiments. Marie-Pierre, maintenant, Marie-Pierre Fleury. Alors, vous avez également un parcours riche, diplômée de l'EM Lyon. Vous occupez autant des fonctions opérationnelles que vous êtes entrepreneuse. Donc, vous avez travaillé comme DRH dans beaucoup de PME. Et aujourd'hui, vous êtes conseil à la fois de start-up, notamment des start-up de la deep tech, et vous conseillez pas mal de PME de la robotique. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Donc, effectivement, les innovations en ressources humaines, managériales et digitales sont votre ADN, votre domaine d'expertise, vos domaines d'expertise. Vous concevez en 2010 une plateforme, Idée Carrière. Ce n'est pas vous qui développez en propre, mais vous gérez toutes les équipes et la conception. Et cette plateforme existe toujours. Elle accompagne les gens dans leurs projets professionnels et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'articles de blog également. Vous animez également depuis 2010 ce blog Carrière et RH et écrivez avec, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Frédéric Michler, okay, un essai pour en finir avec les RH demain. Le futur de la fonction est déjà là. Voilà. Et notre dernier interlocuteur, Bruno Pinon. Alors, vous êtes ingénieur robotique. Et c'est pas ce que vous faites. Eh ben non. En fait, vous venez du conseil, et plus précisément, voilà, chez Accenture. On va préciser, d'accord. Et en 2015, vous entrez au cœur de l'évolution du monde du travail. Ça s'appelle Future of Work, et c'est chez Fujitsu. Voilà. Et vous gérez cette équipe. Pour vous, vous apportez plutôt de la technologie au service des collaborateurs et pour demain. Vous travaillez principalement avec les services IT, donc informatique, les ressources humaines, sur du back-office. Votre métier historique, il faut le dire, c'est l'infogérance, mais vous avez su finalement le réinventer, puisque vous allez regarder comment les métiers s'opèrent.
Alors, je ne sais pas si tout le monde dans la salle connaît ce que c'est que l'UX, l'User Experience. Pour moi qui ai démarré il y a 20 ans chez Capgemini, ça n'existait pas, c'était déjà une évolution. Vous travaillez sur l'Employee Experience. C'est comment faire vivre aux collaborateurs la meilleure expérience possible dans ses fonctions support et de back-office. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre vous êtes basé, et ça vous différencie aussi beaucoup sur des retours d'expérience, sur les bonnes pratiques qu'il y a dans du collaborateur jusqu'aux grands groupes internationaux. Et dernière chose, vous êtes le co-créateur d'un podcast qui s'appelle Génération Alpha sur le futur du travail même. Voilà, une nouvelle corde à votre arc pour nourrir votre écosystème. Alors, quand j'ai lu le synopsis et qu'on a lu ce sujet qu'on a préparé, en fait, je vous demandais votre premier retour à la lecture de ce sujet. Et j'avais envie, Marie-Pierre, de vous donner la parole en premier, parce que vous avez su avoir un regard assez critique et une analyse chouette, avec deux notions clés sur comment on aborde la question des transformations du travail et des métiers. Alors, on parle beaucoup, vous dites, de conditions et d'organisation du travail, et pas vraiment de contenu et de qualité. Or, il y aurait un intérêt à cela. Et le deuxième élément, mais on verra peut-être un tout petit peu plus tard, c'est que l'engagement, pour vous, c'est plus souvent un effort, et on verra comment ça peut être perçu comme une innovation. Alors effectivement, la lecture du thème de cet échange, j'ai sursauté, comme toujours, sur des mots qu'on utilise tous les jours, mais sur lesquels on ne se pose pas véritablement des questions de fond. Et effectivement, la transformation du travail, le travail à distance, flex office, tout ce qui est finalement modification des temps et de l'espace de travail, ont complètement bloqué le débat. Et en fait, en réalité, depuis déjà des décennies, on a un problème, ce qui est la qualité du travail, la qualité des emplois, des métiers. On l'a vu aussi avec la crise et les premières lignes, les deuxièmes lignes, etc. Et j'ai peur qu'effectivement on passe à côté. Alors j'espère que le recul sur cette période particulière va nous enrichir et qu'on passe à côté du vrai sujet qui est aujourd'hui aussi un objet de souffrance au travail, qui est la qualité des emplois. Et donc, je vous invite vraiment, si vous êtes dirigeant, manager ou autre, à ne pas arriver sur ce sujet de la transformation du travail post-Covid, post-pandémie, post-confinement, juste en ayant cette vision, est-ce qu'on fait du télétravail à 1 jour, à 4 jours, à 3 jours? Est-ce qu'on fait du flex office? Est-ce qu'on fait de l'open space, etc. Des sujets qui existaient déjà avant. Et de trouver l'opportunité, en fait, de repenser l'entreprise, votre entreprise, et les postes, les emplois et le rôle que les gens y jouent. Oui, vous disiez, moi j'ai retenu que on pourrait s'attacher à regarder quelles sont les tâches les plus aptes à être faites en présentiel et celles en distanciel. Alors, ça c'est une chose, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes en souffrance dans leur poste dans les entreprises, par rapport à leur emploi, par rapport à leur métier, à la pratique de leur métier. Et du coup, je trouve que c'est une super opportunité de reposer un petit peu les choses et justement d'aller dans le sens de l'amélioration. Et puis l'autre sujet que j'adore chahuter, c'est le thème de l'engagement. Les salariés sont engagés, pas engagés. On entend ça depuis la fausse étude Gallup qui nous a complètement perturbés. Et en fait, j'aimerais juste peut-être vous faire réfléchir aujourd'hui sur cette autre approche de l'engagement. Si on considère que l'engagement, comme vous l'aviez relevé, Elisabeth, c'est un effort. Pourquoi? Parce que finalement, une entreprise, c'est une organisation. On pense une structure, une organisation du travail, des emplois, des systèmes d'information, du reporting, etc. Et on a toujours eu cette vision un peu d'une mécanique qu'on pouvait bien huiler. Et en laissant les gens dans une logique de ressources humaines, mais de ressources. Et si on prend le prisme que justement, une organisation, une entreprise au quotidien, l'organisation qu'elle a pensée, la structure qu'elle a pensée, les règles qu'elle a mis en place, les procédures, les fameux process aussi, que j'aime bien particulièrement travailler, mais la réalité du travail, c'est pas ça. Et du coup, un salarié
qui va sortir du rôle que l'organisation lui a défini. Parce qu'il va justement résoudre un aléa, un problème qui n'était pas prévu, une réponse à un client qui n'était pas dans le script du conseiller clientèle. Eh bien, c'est ça, quelqu'un qui est engagé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va, à l'instant T, de façon très opérationnelle, trouver une solution. Mais ça lui demande un effort. Parce qu'en fait, il va sortir du rôle organisationnel qu'on lui a donné. Et si l'entreprise considère qu'effectivement, les collaborateurs font un effort à trouver des solutions d'adaptation, qui sont parfois aussi des innovations, eh bien, l'ensemble de son management, mais aussi de ses politiques, notamment RH, vont être abordés sous un prisme totalement différent. Donc, par rapport à ces sujets, voilà, j'aimerais bien amener les personnes à creuser un petit peu plus et ne pas rester sur du prêt à manager et des modes managériales qui envahissent les médias. C'est un changement de posture intéressant, effectivement. Pauline, pour vous, je dirais que les collaborateurs du Bellercamp, tout comme vos clients, forment comme une sorte de laboratoire en fait, pour des nouveaux métiers et des manières de travailler. Vous me parliez d'espace test et des innovations qu'apportent vos clients. Oui, tout à fait. On considère que les espaces de travail que représentent nos différents bâtiments, c'est vraiment des laboratoires d'usage, en fait, puisque tous nos clients, les 80 entreprises qui sont installées à Bellercamp dans les différents bâtiments, il y a des métiers traditionnels, mais il y a aussi des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années. Et c'est souvent hyper intéressant le midi de discuter avec des gens qui ont des métiers qu'on n'a jamais rencontrés, en fait, et de voir qu'est-ce que c'est leur quotidien, et de voir qu'en fait, il n'y a pas que dans les livres qu'il y a des métiers, et qu'on est en train de les inventer. Et nous, on doit s'adapter, puisqu'on doit adapter nos espaces à leur manière de travailler. C'est pour ça qu'on a souvent la remarque que quand des visiteurs viennent voir Bellercamp, en fait, en général, la fois d'avant, c'était pas pareil que la fois où ils viennent là maintenant. Ça change toujours, on change toujours quelque chose pour adapter, pour tester et pour que ça soit au plus proche des usages. Et ça, on le travaille avec nos clients. Une fois par an minimum, on fait des réunions de co-construction pour leur dire qu'est-ce qu'on pense que nous, on doit aller. Et qu'est-ce qu'eux attendent, qu'est-ce qui serait plus pertinent par rapport à leurs usages et leur manière de travailler. Et aussi pour leur expérience utilisateur. Enfin, c'est hyper important pour nous. On parle d'expérience collaborateur, l'expérience utilisateur. C'est très important pour nous de fournir la meilleure expérience du quotidien, en fait, dans son travail aux collaborateurs, alors que ce n'est pas notre collaborateur, c'est notre client, mais aussi d'améliorer quelque part la marque employeur du chef d'entreprise qui choisit d'installer dans son équipe à Bellercamp et quelque part de s'en soulager. Donc ça fait partie de notre travail dans ce test et cette transformation. Oui, vous parliez aussi que, en fait, vous quand vous recrutez, finalement, vous inventez des métiers, donc il y avait quelque chose de très particulier, très novateur aussi. Effectivement, ouais, dans notre équipe, particulièrement quand on s'occupe de la convention collective ou tout ce qui est très cadré, c'est difficile, moi, de dire aux employés du service social, en fait, voilà, mon collaborateur, son métier, c'est community builder. Mais ça veut dire quoi? Ça rentre dans quelle case? En fait, j'en sais rien parce qu'on est en train de l'inventer. On est en train d'inventer une gestion de communauté et ça n'existe pas dans les grilles, en fait. Donc c'est vrai qu'on le fait aussi pour notre propre équipe. Et ça a un impact aussi en termes d'outils, pour l'outiller, pour qu'il fasse son job comme il faut? Oui, tout à fait. Il faut inventer des nouvelles manières de travailler et on a testé. Alors, c'est même la communauté qui nous a proposé des manières de mettre en relation les autres. Donc, l'outil qu'on utilise toujours aujourd'hui, vous l'utilisez peut-être, c'est Slack, qui est l'outil qu'on utilise pour gérer les 300 personnes de la communauté, interbâtiment. Mais on a fait une grosse phase de recherche sur un outil qui serait plus puissant, plus développé. Et donc on a choisi un nouvel outil qu'on va mettre en place. Mais c'est vrai que ça fait partie de tout ce qu'on challenge au quotidien pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, plus adapté, plus engageant aussi. Dans la communauté et pour représenter tous les usages, toutes les envies, qu'elles puissent remonter et qu'elles puissent descendre aussi, qu'on puisse leur proposer des choses et qu'ils puissent tous proposer des choses. Oui, c'est ça. Vous me disiez que non seulement en interne, ça bouge pas mal et c'est à chaque fois nouveau, mais que si ça ne suffisait pas, vos clients n'arrêtent pas en plus de vous amener des nouvelles dynamiques, problématiques, innovations à gérer, à intégrer. Donc voilà. Si on revient sur Bruno... sur ce sujet, en fait, on est plutôt parti directement sur en quoi les technologies numériques et robotiques transforment profondément le travail, les métiers et les emplois. Et pour vous, vous constatez une modernisation de la performance au cœur de la guerre des talents et un sujet crucial sur la gestion et le partage de la connaissance
avec des avancées potentiellement à 2 vitesses selon l'école blanc, col bleu. Alors, avant, je voudrais juste rebondir sur 2 choses. Marie-Pierre a parlé de revoir le contenu du travail et alors au-delà de l'effort, voilà, l'emploi en lui-même et ce qu'on demande aux collaborateurs. Et c'est vrai que le contexte de pandémie puis post-pandémie a emmené les entreprises vers une transformation plutôt de la façon dont les tâches sont réparties et la manière dont on suit les mêmes tâches et on fait la même chose mais dans un nouvel environnement. Et je pense que, je ne sais pas si vous le voyez, mais nous on le voit de plus en plus à la fois nous, chez Fujitsu et chez nos clients. On arrive maintenant dans une période un peu on reprend un peu notre souffle et on se pose moins la question de comment on fait avec les outils, mais de plutôt comment on réinvente la manière dont on travaille, comment on réinvente la manière dont les équipes, voilà, les activités des équipes pour leur donner aussi plus de sens, toujours dans ce contexte aussi de guerre des talents qu'on va pas mal marteler, je pense ici, mais qui est aujourd'hui un contexte important dans lequel il faut se projeter. Voilà, et puis tu as parlé, Pauline, de co-création, ça c'est aussi super important. C'est-à-dire qu'on a maintenant des méthodologies de co-création qu'on systématise de plus en plus, et on n'est pas les seuls, je vois, à le faire, pour justement impliquer les différentes parties prenantes, et à commencer par les collaborateurs. Ça peut paraître étonnant de le dire, mais toutes les politiques ne sont pas forcément aujourd'hui, incluent pas forcément les collaborateurs dans la construction. Et donc ces méthodologies de co-construction, elles permettent aussi justement d'amener davantage d'agilité et de travailler de manière plus itérative en mettant les collaborateurs au cœur de la réflexion. Voilà. Et alors pour revenir sur le sujet de la gestion de la connaissance, donc oui, aujourd'hui, ce contexte on va dire, nouvelle façon de travailler, et le travail hybride et tout ça, ça soulève un enjeu crucial qui est la capitalisation et l'accès aux sachants dans les entreprises. Nous, c'est vraiment le thème prépondérant pour les on va dire, grandes et moyennes entreprises qu'on accompagne. Et comment on fait en sorte justement que ces nouveaux talents qu'on a du mal à faire venir, puis qu'on a du mal à garder souvent, puissent être plus rapidement efficaces. C'est aussi une de leurs demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt sur les jeunes générations, mais les gens qui arrivent sur le monde du travail, ils demandent à impacter vite, à comprendre vite ce qu'ils font et à impacter rapidement dans leurs activités. Et donc pour ça, ils ont besoin de comprendre aussi rapidement comment j'accède à la connaissance, comment j'accède aux sachants dans l'entreprise. Donc les outils permettent des choses, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire sur les fondamentaux, c'est-à-dire savoir identifier les gens qui font cet effort, parce que souvent être identifié comme un sachant dans l'entreprise, c'est un effort, c'est pas forcément une casquette, on n'est pas là à disposition des collaborateurs toute la journée à attendre qu'on nous pose des questions sur notre sujet cœur de métier. On a aussi une activité de production, de recherche, des choses à réaliser. Et donc on essaie de simplifier, de fluidifier tout ça, et la technologie amène des choses, mais ça nécessite avant tout d'en parler et d'inclure les collaborateurs. Mais du coup, je me pose la question, c'est qui impulse le changement? C'est les collaborateurs ou c'est les manières de travailler ou c'est les outils? Le changement, c'est la société, c'est le marché, c'est les nouveaux collaborateurs, c'est la difficulté à attirer des talents. C'est pas les outils qui amènent les changements. C'est une vision systémique en fait. Ouais. Oui. Voilà. Il y aurait du lien. Si on reste avec toi, Bruno, sur justement cette expérience inédite qu'on aurait vécue pendant la pandémie et qu'on a probablement vécue pendant la pandémie, avec un focus sur le flex office et le travail hybride. C'est quoi ton retour d'expérience pour toi? Parce que tu as triple posture finalement auprès de tes clients, en tant que manager d'équipe et en tant que collaborateur. Notamment, tu me disais que c'était plutôt sans doute des transformations des usages plus que des métiers, et que en tant qu'entreprise, pour les collaborateurs, pour vous, ça n'a pas été évident cette période. Oui. Alors je pense nous on assume, moi j'assume en tout cas de dire que cette période n'a pas été une période facile, même si aujourd'hui je trouve c'est mieux qu'avant. Mais ce passage par c'est souvent le cas. Ouais, ce choc et ce passage en mode complètement à distance n'a pas été évident, parce qu'on a déjà en interne dans nos équipes en France un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement très... on travaille beaucoup ensemble, on se connaît bien les uns les autres, on a un management qui est très, on va dire, un certain côté un peu amical aussi. Et donc c'est ce qui fait aussi la valeur de cette entreprise, et c'est ce qui fait qu'elle attire aussi des talents et que les gens restent longtemps chez Fujitsu. Et donc c'est vrai que ce passage complètement à distance, il a perturbé beaucoup de choses. Ça n'a pas été facile de à la fois comprendre comment on allait organiser le travail, et surtout comment on recrée ces moments qui font aussi une part importante de la valeur de notre entreprise en interne, qui sont ces moments de convivialité, ces moments où on se retrouve.
Et donc, oui, cette expérience à distance n'a pas été facile. Par contre, on réinvente aujourd'hui des nouvelles façons de travailler. On a déménagé dans des nouveaux locaux. Donc, nous, on est à Paris à la Défense, qu'on a adapté justement sur ce fonctionnement du flex office. Et on a maintenant une politique à la fois des RH, du management et des managers qui promeut justement des moments de convivialité au bureau. Et donc, on vient au bureau pour débloquer des sujets, pour faire des efforts, travailler avec travailler avec nos collègues. Ensemble, et on privilégie les réunions par exemple, on privilégie les ateliers de co-création beaucoup, et puis on insiste sur la production individuelle plutôt à distance. Et voilà, mais ça nécessite aussi d'aménager les bureaux, d'aménager les contrats de travail, enfin, c'est tout un travail qu'on a fait. Mais tu disais que pendant la période, excuse-moi si je te coupe, c'est vos ressources humaines qui avaient inventé des moments, des oui, cafés, mais comme beaucoup d'entreprises, bien sûr, comme beaucoup d'entreprises, il a fallu faire ce travail d'animation. Donc nous, on a fait ces cafés virtuels, on a fait toutes ces choses, mais bon, je ne pense pas que ça répond aux besoins de se retrouver, aux besoins de débloquer les sujets, de brainstormer, de créer tous ces travaux autour de la création, autour du brainstorming. Voilà, dans pas mal de métiers, c'est difficile à les remplacer par du distanciel. Oui, tu parlais de transformation des usages en termes de collaboration, d'échange avec les collègues et d'accueil des nouveaux. Exactement, donc ça c'est des choses qui vont encore évoluer. Moi je crois beaucoup à l'apport c'est le salon ici aussi qui en parle, je crois beaucoup à l'apport des technologies, notamment des technologies de réalité virtuelle sur ces sujets d'accueil et d'onboarding des nouveaux arrivants. On voit pas mal d'entreprises qui expérimentent sur ces sujets. Mais après, ça reste un moyen. Voilà, et c'est un moyen au service de quels enjeux. Et les enjeux, ils dépendent des entreprises. Il n'y a pas de généralité sur ces sujets-là. Mais voilà, on voit des choses qui se font. Nous, on utilise aussi ces environnements-là en interne, plutôt pour des enjeux de formation ou des enjeux on va dire de séminaires ou de choses comme ça. Au lieu de se déplacer, voilà, on fait ça en virtuel. Et voilà. Et je pense que la technologie va amener beaucoup, mais la question, c'est pas quelle technologie je choisis, c'est quel est mon projet d'entreprise, quel est mon futur du travail, comment on va réinventer aussi nos métiers. Et la technologie sera un moyen pour arriver à ça. Donc expérience difficile néanmoins en premier, très quand vous l'avez vécu, mais très enrichissante, oui. Je dis ça, sinon je rate ma transition, puisque Pauline, elle, me disait à l'inverse que pour elle, ça a au contraire renforcé leur métier, la force du lien, l'envie de lien, même si c'est pas contradictoire, tu l'as dit aussi. Et ça a mis en avant finalement la force de leur métier, qui est un métier de relationnel et de présence. Exactement, c'est vrai qu'on a... Le premier confinement a été dur comme pour tout le monde. En plus, moi, j'étais en arrêt maternité, donc j'étais en plus loin de loin. Mais au retour, quand il y a eu les seconds confinements, les suivants confinements qui ont été annoncés, moi, les chefs d'entreprise, ils m'ont tous appelé au lendemain des prises de parole présidentielles en disant « Pauline, tu vas décider quoi ? Parce que nous, on n'a pas envie que tu fermes. » Donc ça a été hyper important. C'était vraiment un marqueur pour moi de montrer qu'en fait, on avait un rôle à jouer, qu'on a tous pris nos responsabilités, que quand on a décidé de ne pas fermer, on a pris nos responsabilités tous entre chefs d'entreprise à faire respecter des mesures sanitaires très strictes à nos collaborateurs, mais de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions aussi, parce qu'à Bel Air Camp, les équipes sont très jeunes et elles n'ont pas toutes les conditions correctes pour travailler chez elles. Et des fois, il y en a même qui n'ont pas du tout le Wi-Fi ou qui travaillent par terre sur la table du salon. Enfin, franchement, c'est vraiment très compliqué. Donc ça, c'était presque militant de la part des chefs d'entreprise de me demander de rester ouvert. Et du coup, moi, toute mon équipe était forcément sur le pont parce qu'on gère un lieu avec de l'humain. Et donc nous, on a toujours été là. Voilà, on n'a pas vécu les confinements suivants. C'était hyper important pour nous d'être sur le terrain. Et donc ça fait partie de ces transformations et qui ont montré qu'en fait, après, même quand c'était plus confiné, on sentait que les gens avaient envie de venir rechercher un bureau pour leurs équipes, pour se voir, pour se rencontrer et pour voir d'autres aussi. C'était pas juste un bureau dans un des bâtiments, c'était dans un bureau avec une communauté autour pour échanger, rencontrer, s'ouvrir. On peut dire que cette expérience finalement vous a permis d'incarner encore plus votre ADN, de louer de la présence finalement et de l'animation, de créer du lien. Exactement, un vrai réseau de tiers-lieux business pour créer des synergies et apprendre à travailler ensemble. Parce qu'on est convaincu qu'on travaille avec les gens qu'on apprécie et on apprécie les gens qu'on connaît. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître, il faut se rencontrer. C'est vrai entre clients-fournisseurs, puisqu'on sait qu'il y a plus de 30% de nos membres qui travaillent entre eux. Mais c'est vrai aussi entre les collaborateurs, même inter-entreprises, puisqu'en fait, ils s'entraident. En fait, on se rend compte que le problème de l'un, ça peut être le problème de l'autre, même s'ils ont un cœur de métier totalement différent. Et en fait, de voir les choses autrement en discutant, ça donne des idées.
Je voulais rebondir là-dessus. En effet, je prends l'exemple. Nous, Fujitsu, donc on est dans un métier de technologie. On recrute comme beaucoup de sociétés de technologie. Et donc on a un mode de fonctionnement hybride. Et pour certains profils qui sont des profils d'expertise, on est même ouvert à un fonctionnement à distance, avec des gens qui sont complètement remote. Parce que ça nous permet d'accéder à un pool d'experts qui est plus important qu'en région parisienne, où là on a des bureaux. Et justement, on est en plein dans cette réflexion de comment ces gens-là, qui sont des gens plutôt isolés par rapport à l'organisation, ils doivent être, je ne sais pas, 1 ou 2 dans la région bordelaise, 1 ou 2 dans la région toulousaine, enfin, on ne parle pas de gros volumes. Comment comment on mobilise des dispositifs comme Bel Air ou comme dispositifs équivalents pour justement les faire interagir dans un environnement où nos ressources humaines vont aussi pouvoir avoir un relais. Pour les accueillir aussi. Un relais d'accueil ou un relais aussi sur comment ils vont globalement. Parce que c'est vrai qu'il y a une difficulté des ressources humaines, on a moins, ou des managers aussi, on a moins le contact avec les collaborateurs. C'est plus difficile de prévenir aussi de certaines situations de difficulté que peuvent rencontrer certains collaborateurs. Et donc ces tiers-là, ils ont aussi un rôle, je pense, dans la qualité santé au travail et globalement dans l'expérience qu'on propose. Voilà. Tout à fait. Juste pour conclure sur ça, il y a 3 personnes dans notre équipe d'une dizaine de personnes qui sont entièrement dédiées à l'animation de la communauté et à être en lien avec autant les chefs d'entreprise que les collaborateurs. Et donc ça, c'est typiquement des infos qu'on a en fait. On est vraiment, enfin voilà, les équipes terrain, elles sont vraiment les oreilles attentives des collaborateurs et ça fait partie pour moi d'un élément très important de leur fiche de poste. Et juste pour terminer, il faut regarder ce qu'a fait Le Bon Coin aussi. Toute l'équipe tech, c'était très intéressant. Sur justement des équipes décentralisées et comment ils les animent. Parce qu'ils ont fait quoi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Le Bon Coin ? Alors en fait, au départ, comme l'expliquait Bruno, finalement les gens se sont installés à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse, etc. Puis ils se sont rendus compte qu'effectivement, il fallait animer tout ça. Et sur les zones de concentration les plus fortes, en fait, ils ont fait leur propre coworking. Et ils ont une animation à la fois du directeur technique, mais aussi des autres managers, qui est vraiment intéressante, tant sur le plan justement du développement des compétences que des aspects motivationnels, relationnels, etc. J'ai trouvé que ils avaient une très belle réflexion. Ils ont beaucoup communiqué dessus et je trouve que ça vaut le coup de regarder. C'est un sujet qui fait rebondir vers un autre thème, je ne sais pas si on a prévu d'en parler, mais qui est un peu l'approche aussi, qui est une approche qu'ont les entreprises d'être davantage connectées à un écosystème. Et donc on voit aussi beaucoup de la fonction achat qui se transforme beaucoup dans les grands groupes pour justement, parce qu'aujourd'hui c'est la fonction achat qui gère beaucoup les freelances ou les petits sous-traitants, sauf que ce n'est pas la ressource humaine. Et donc, sauf qu'il y a beaucoup de compétences au niveau de cet écosystème au sein de l'entreprise. Et cet écosystème, il peut apporter bien plus de valeur que la façon dont il est utilisé aujourd'hui. Et donc, en effet, alors, le tiers-lieu a un rôle à jouer, mais ce n'est pas les seuls, la fonction achat, la fonction ressources humaines, pour justement inventer une entreprise de demain qui serait une entreprise davantage écosystème, orientée sur l'écosystème, et peut-être focaliser davantage sur son cœur de métier et aider les partenaires, aider ses fournisseurs, à travailler ensemble pour porter de la valeur. Mais ça, aujourd'hui, c'est difficile de casser ces silos, même au sein de son écosystème de fournisseurs. On voit que c'est très siloté. Or, il y a des synergies, il y a beaucoup de synergies à faire entre différents fournisseurs. J'avais envie de rebondir également quand tu disais que tu avais des collaborateurs, des experts qui sont en full remote. C'est vrai que quand tu es en plus dans un environnement où tu vas travailler même quelques jours par semaine, c'est pas ta boîte. C'est pas tes collègues, mais en même temps, si c'est un environnement, un collectif qui est hyper riche, il y a tellement de choses que tu vas chercher ailleurs et que tu peux ramener aussi pour ton entreprise. Enfin, je trouve ça assez magique. Alors, sur ces sujets-là, finalement, il y a 2 notions importantes. C'est la logique de proximité. Parce que même si, effectivement, je n'appartiens pas à la même entreprise, je ne fais pas le même métier, mais que je crée une relation de proximité, ce qu'on essaye aussi de faire avec le digital, bien effectivement, les gens vont se sentir bien, ils vont développer aussi finalement leur bien-être relationnel et social. Donc forcément, ça se retrouve dans le travail. Et puis il y a un point, j'en discutais avec une start-up justement qui développe énormément de partenariats écosystèmes technologiques, etc. Et en fait, toute la difficulté de l'écosystème, c'est de faire en sorte que tous les partenaires de cet écosystème créent une ressource que chacun individuellement n'a pas. Et ça, c'est extrêmement difficile à réaliser. Et même dans des espaces de coworking ou autres, on a quand même des problématiques de confidentialité, de piquage de clients. Enfin, il faut
les réguler, comme finalement un manager peut réguler des tensions dans une entreprise classique. Voilà. Donc c'est aussi un savoir-faire, une compétence, une capacité qu'on doit tous développer, puisqu'effectivement, je suis convaincue qu'on ne progressera que dans ces collaborations élargies. Merci. Si vous avez des questions, notez-les bien. On a un petit peu un moment pour les poser tout à l'heure. Effectivement, Marie-Pierre, vous êtes convaincue depuis 30 ans que les technologies peuvent contribuer à améliorer la qualité du travail. Donc pénibilité, intérêt, compétences, que ça a été même c'est un de vos moteurs professionnels, faire progresser le business et les métiers. Vous croyez à l'impact, enfin vous avez constaté un impact très net du numérique et du web social sur les organisations. Et oui, je ne sais pas si on en parle maintenant, vous avez programmé un robot paper, un robot d'interaction sociale. Polo, le robot recruteur. Un robot recruteur, oui. Alors, peut-être pour expliquer que finalement, effectivement, très jeune, quand j'ai débuté dans la vie professionnelle, c'était il y a quelques années, mais finalement pas si loin, en fait, intuitivement, on était dans une phase où il y avait vraiment un essor des technologies, les TIC, comme on les appelait à l'époque, information, communication. Et on était aussi dans un contexte où en fait on informatisait et on réduisait les effectifs, donc beaucoup de plans sociaux. Et moi j'ai démarré ma carrière chez Schneider dans une usine en construction. Et ma conviction profonde, cette intuition est devenue après une conviction qui m'a portée pendant tout mon parcours, c'est que les technologies étaient effectivement de vrais leviers pour réduire la pénibilité, renforcer l'intérêt du travail, développer la qualification et la compétence des gens, et qu'effectivement, selon la façon dont on les abordait et qu'on les intégrait, eh bien, on pouvait avoir véritablement des leviers positifs. Et moi, j'ai toujours travaillé sur ces 3 dimensions, le collectif avec le côté business, mais aussi le côté coopération, collaboration dont on parle beaucoup, mais ça fait 25 ans que je travaille qu'en mode participatif, collaboratif. Le côté individu, avec la qualité du travail, la qualité des emplois, mais aussi la gestion des parcours individualisés, puisque les entreprises ont lâché l'engagement d'emploi et ont dit aux salariés, bien maintenant à vous de développer vos compétences et votre employabilité, donc c'est un vrai sujet. Et puis les technologies par rapport à ce qu'elles ont apporté. Et effectivement, ce qui était très frappant, mais parce que aussi j'ai travaillé en tant que secrétaire général de l'EMIAN sur toutes les technologies appliquées à la pédagogie, c'était l'impact du web social, donc le web 2.0, avec cette capacité que les gens ont pu, nous tous, de s'exprimer, d'apprendre, d'accéder à de la connaissance. Alors les entreprises, elles ont mis beaucoup de temps pour finalement comprendre ces démarches, comprendre aussi cette culture digitale, qui est un véritable état d'esprit. Donc ça veut dire aussi pour les entreprises qui fonctionnaient autrement, des changements culturels. Et aujourd'hui, il y a l'IA et il y a la robotique qui arrivent aussi avec d'autres challenges sur le plan justement de la façon de travailler, la façon de collaborer, de manager, etc. Et c'est vrai que dans mes démarches, mais aussi dans les contacts que j'ai avec des dirigeants d'entreprise et des RH, mais d'autres métiers, des managers, achats ou autres, des directeurs financiers aussi, c'est de dire finalement il faut vraiment s'intéresser à ces technologies. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, échanger dans des réunions comme aujourd'hui sont propices, faire du partage d'expériences et vraiment se les réapproprier par rapport au contexte de l'entreprise. On veut trop aller chercher du logiciel qu'on plug. Le plug and play. Et il faut vraiment aller penser, par exemple, l'intégration de la robotique. Je travaille actuellement avec une entreprise qui est là, qui s'appelle Silean, qui fait de la robotique industrielle. Donc j'ai la vision, en fait, R&D, conception, mais aussi la vision client, c'est-à-dire les entreprises qui utilisent les cellules robotiques. Et c'est vraiment intéressant de voir que c'est que du sur-mesure. Et donc, par exemple, effectivement, en 2017, par rapport à tout ce qu'on disait sur les RH, la marque employeur, etc., moi j'ai eu envie de contribuer à la programmation, donc c'était mon idée, d'un robot Paper, qui est un petit robot d'interaction sociale que vous connaissez tous, vous avez tous vu dans les gares ou des conférences, et qui était Polo le recruteur. Et c'était vraiment très intéressant de présenter cette expérimentation qu'on a fait avec une société lyonnaise qui s'appelle Humano,
et qui, avec les réactions en fait, des plus jeunes, qui disaient moi finalement je préfère avoir Polo dans un entretien parce qu'au moins il sourcille pas, il fait pas la gueule ou il sourit pas et ça ne me déstabilise pas. Et puis les plus âgés de l'assistance, même s'ils n'étaient pas très âgés, c'était plutôt des RH, des recruteurs qui me disaient mais non, mais vous déshumanisez le recrutement. Et comme je leur ai dit, le recrutement il est déshumanisé depuis très longtemps et on n'a pas attendu Polo pour le déshumaniser. Donc ces expérimentations-là, le fait aussi de les partager, Vous êtes dur quand même. sont des choses qui font... ce sont des choses qui font finalement évoluer. Il y a des RH qui sont très bien. Ah oui, non, mais le recrutement, on a tous été candidats, hein, donc c'est pas le domaine où, d'une manière générale, hein, d'une façon globale, il y a une qualité d'accueil, d'expérience utilisateur. Ça, c'est très répandu. Ouais. Il y a quand même des chouettes process aussi et des chouettes personnes, bien sûr. C'est pas une tendance générale. Ouais. Vous parliez des outils sur mesure. En même temps, parce que j'ai effectivement, moi, paramétré des logiciels de gestion pendant longtemps, et il y a des logiciels qui sont plus ou moins contraignants. Voilà, il y en a certains, c'est bien connu, c'est plutôt à nous de nous adapter au logiciel que l'inverse. Mais en même temps, ils font tellement de choses qu'il y a un moment, tu ne peux pas avoir tout intégré et en même temps que ce soit hyper personnalisé. Et je me rappelle aussi qu'on démarrait on avait des super outils très modernes, tout ce que tu veux, très souples, et qu'en même temps, en termes d'infrastructure, ou même en termes d'ordinateur, je sais pas, on n'avait pas les bons Windows, on n'avait pas les bons, les bonnes applications et les bonnes infras. Donc c'est pas si simple quand on est dans un périmètre qui est historique. Et c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, tout ça, il faut le mettre en regard. Super. En regard du legacy, enfin de la dette pour certaines entreprises, ou en tout cas de l'environnement. Plus l'entreprise est grande, plus l'environnement est complexe, plus certains systèmes datent aussi, n'ont pas forcément été mis à jour. Je me rappelle des écrans verts et orange. Hein. Ouais. Donc on a donc il y a plein d'idées, il y a plein d'outils, on peut améliorer des choses, on peut expérimenter. On parlait de la réalité virtuelle, on peut expérimenter dans le recrutement dans la réalité virtuelle, on peut aller plus loin dans les usages de Slack, de Teams, on peut faire beaucoup de choses, mais derrière il y a quand même un legacy, que ce soit un legacy de technologie qu'il faut prendre en compte, ou aussi un legacy de contenu, ou un legacy d'identification de où sont les compétences. Je parlais, parce qu'on travaille beaucoup sur le sujet de l'accès à la connaissance et à la compétence, et il y a aussi un vrai sujet de référentiel. Voilà. Et dans les entreprises qui ont beaucoup évolué, qui se sont rachetées ou qui ont été découpées. Voilà. Donc, tout ça, c'est un travail permanent. Et bon, je pense qu'on va dans la bonne direction, mais il faut aussi accepter, je pense qu'il faut avoir une dose de... Il faut aussi accepter que pour les plus grandes entreprises, la marche à franchir, elle est quand même compliquée. Surtout dans l'individualisation. On parlait de l'individualisation des parcours, mais aussi l'individualisation, ou en tout cas la segmentation des expériences. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... On essaye d'adapter aussi l'expérience employée au métier du collaborateur, à ses attentes, à ses aspirations. Donc on ne peut pas descendre jusqu'à l'individualisation, mais on essaye de travailler dans des grosses masses. Et ça prend du temps dans des grandes organisations qui ont de nombreux métiers, avec un historique important, et pour lesquels il faut chercher à chaque fois à positionner le curseur au bon endroit. Oui, et puis on disait qu'il y a une certaine lassitude du projet, qu'on est un peu passé en mode projet constant. Et que du coup, il y a aussi une difficulté à s'engager tout le temps dans des nouveaux projets parce que finalement, en termes d'effets, comme il y a de la lourdeur et de l'inertie, ça devient un vrai effort. Oui. Alors là, effectivement, on a des grands groupes avec des process. Moi, je suis un peu PMiste, alors je vois aussi des PME qui voient une avalanche d'innovation technologique et qui se disent finalement, ok, c'est utile. Enfin, ils voient des applications, etc. Mais ils ont du mal à se dire, qu'est-ce qui peut s'appliquer à moi? Et donc, un des enjeux par rapport à l'exemple que j'ai donné d'expérimenter, c'est effectivement de se renseigner, de se réapproprier, de se dire voilà en quoi ça va être contributeur pour mon entreprise, qu'est-ce que ça va apporter aux différents métiers qui vont utiliser ces dispositifs, bien évidemment les clients sans les oublier. Donc c'est ces réflexions qui sont un peu parfois difficiles parce qu'il y a un quotidien qui est prégnant, il y a un rythme de travail et les enjeux ils se renouvellent jour après jour. Mais malheureusement, il faut prendre le temps de cette veille, de ces prises de renseignements, de façon à se dire, chez nous, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, quels sont les atouts, les risques, etc. Et avoir une réflexion de fond. Pour compléter, parce qu'on a les 3 tailles d'entreprise au final, puisque moi, il y a
beaucoup de très petites entreprises ou même des entreprises qui sont en train de se créer ou qui sont tout juste voilà, dans les quelques premières années. Et je trouve qu'à l'inverse, il n'y a pas de legacy par définition. Et avec la force du réseau, puisqu'on est tous entre nous, bah, c'est très souvent que sur les réseaux ou même dans les couloirs, il y a une demande d'entraide de j'ai besoin de telle chose, qui utilise quoi, qui a un retour d'expérience à faire. Et donc en fait, on se rend compte que peut-être ça creuse la différence avec les grands groupes et peut-être les PMI, parce que ça va beaucoup plus vite. Il y a plus de sens parce que toute l'équipe est impliquée et du coup l'effort il est permanent. Pour le coup, tout le monde est essentiel dans l'entreprise. En général, il n'y a pas de process. Ceux qui sont au niveau des process sont super avancés à notre niveau. Donc, c'est vraiment, c'est intéressant, je trouve, de voir les trois tailles parce que c'est extrêmement différent dans mon vécu. Et puis, il y a une contrainte très importante, on n'en a pas parlé, c'est la contrainte financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de l'employé expérience dont tu parlais, et ben, contrairement à la customer experience, et ben, dans l'employé expérience, on est globalement à budget contraint, voire même en réduction de budget permanent. 0. Voilà. Donc, non, pas 0, mais je veux dire, l'objectif, c'est pas d'investir plus sur l'expérience, en tout cas dans l'approche outillage de l'expérience. Et donc, en effet, bah, il faut trouver, donc, faut faire ce travail de veille, expérimenter des choses, tout en travaillant dans un budget contraint et en ayant une priorité qui est l'efficacité et l'autonomie du collaborateur, qui est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui de nos donneurs d'ordre, des gens avec qui on échange côté client, que ce soit ressources humaines, au digital. Aujourd'hui, leur sujet, c'est efficacité business et l'outil de travail ne doit plus être un frein et doit être un accélérateur. Mais par contre, j'y consacre de moins en moins d'argent. Voilà. Oui, c'est ça, c'est que le parc, il faut le renouveler aussi. Alors, j'aurais peut-être une expérience un peu différente. Je constate effectivement que de plus en plus d'entreprises, dans ce qu'on a appelé la guerre des talents, moi je préfère parler de la bataille, c'est un petit peu moins agressif. En fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à faire leurs calculs par rapport au turnover, par rapport au coût des recrutements, et qui voient que finalement, ils ont aussi un intérêt à investir. Et ça, je le vois de plus en plus. Et je suis aussi frappée, puisque j'accompagne beaucoup de startups, beaucoup de dirigeants de startups, de jeunes, s'équipent déjà en RH avec des outils de gestion de candidature, même pour les entretiens annuels ou les feedbacks trimestriels. Et je trouve que c'est en train de changer de ce point de vue, parce qu'il y a un coût humain. Enfin, l'humain n'est plus seulement une dépense, mais c'est aussi un investissement. Et il y a un autre axe, nous, qu'on voit arriver aussi. Donc, il y a bien sûr, et puis il y a certaines grandes entreprises aussi qui ont compris ça et qui réinvestissent dans l'expérience collaborateur. Et puis il y a un autre prisme, on va peut-être en reparler après, mais je ne sais pas si j'ai... Oh là là. Non, mais c'est le prisme aussi de l'environnement. Et en fait, on voit de plus en plus de grandes entreprises pour qui l'expérience collaborateur, elle doit aussi s'inscrire dans une démarche, soit, alors je ne parlerai pas de frugalité, mais au moins de visibilité sur l'impact environnemental de ce qu'ils mettent en place. Que ce soit de la technologie ou des services, parce qu'aujourd'hui dans des grands groupes, pour supporter l'expérience du collaborateur, il n'y a pas que de la technologie, il y a aussi tout un tas de services. Et comment on inscrit cette dynamique-là dans une démarche qui est davantage éco-responsable, ou à minima, où l'impact environnemental est mesuré, et donc on arrive on sait de combien on parle. Voilà. Et c'est ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit arriver, nous, chez des grands clients aujourd'hui, qui nous sollicitent sur l'évaluation justement de ces sujets. Alors, on y vient à titre de société, et puis dans le discours, dans notre débat. Juste Marie-Pierre, tu disais que tout à l'heure que les entreprises ont poussé à l'individualisation des parcours et qu'elles s'en plaignent aujourd'hui, et que pendant ce confinement, finalement, alors c'est caricatural, on est d'accord, elles se seraient rendues compte que si leurs salariés ne sont pas présents dans l'entreprise, l'entreprise ne fonctionne pas. Et voilà, on parlait également de cette prise de conscience peut-être des collaborateurs ou même des managers ou des dirigeants, de toute façon, on est tous des êtres humains, sur les basiques de la vie, et s'interroger davantage sur la contribution du travail à ces dimensions-là, son utilité et donc l'utilité de l'entreprise. Oui, ce sont des réflexions en fait pendant la crise, la pandémie et le confinement, mais qui je trouve sont intéressantes à garder en tête par rapport à ce que disait Bruno, de passer finalement une étape aujourd'hui avec ce recul. Et comme je dis, c'est un petit peu bête et méchant, mais moi j'ai été frappée de voir des entreprises, des directions d'entreprises qui étaient surprises que la boîte ne fonctionne pas à partir du moment où les salariés n'étaient plus là parce qu'ils étaient confinés chez eux. Alors qu'on a depuis les années 80-90 la vision d'une entreprise comme une belle mécanique qu'on huile avec de l'orga, des systèmes informatiques, des règles, etc.
Et finalement, ce confinement, cette pandémie, mais l'arrêt aussi des activités, a montré en fait aux directions d'entreprise, et j'espère aussi aux actionnaires, que c'était les salariés qui s'étaient adaptés. Et donc finalement, la capacité d'adaptation d'une organisation, elle vient des gens. Et donc je souris un peu quand j'entends parler de réhumanisation de l'entreprise, parce que bon, je ne pense pas que l'entreprise industrielle du 19e ou du 20e siècle, elle ait été très humaine, mais je dirais plutôt d'une prise de conscience finalement de la place de l'humain dans une organisation du travail. Il y a une vraie prise de conscience comme quoi l'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine avant d'être des systèmes, une organisation, une structure, etc. C'est idiot comme réflexion, mais ça nourrit en fait une approche qui est totalement différente de nos modes managériels, de nos systèmes managériaux, etc., des outils, de l'instrumentalisation du management. La deuxième réflexion, effectivement, issue du Covid, qui me semble qu'on doit, en tant que manager, DRH, garder en tête, dirigeant, c'est qu'effectivement, pendant le confinement, les gens se sont aperçus qu'une vie, c'était quoi? C'était la santé, c'était manger, c'était la vie sociale, c'était faire du sport et aussi la culture. Et du coup, ils ont réinterrogé l'utilité de leur travail par rapport à ces dimensions-là qui sont au centre de la vie. Et du coup, ils ont réinterrogé l'utilité de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que mon entreprise qui fait des disjoncteurs moyenne tension, finalement, dans sa contribution à la société, mais aussi parce qu'elle est en tant qu'organisation, parce que je vis dans mon travail, finalement, contribue à ma bonne vie. Et je trouve qu'on parle d'évolution du travail, transformation du travail, mais c'est aussi une évolution, une transformation de la vie d'abord, qui va impacter finalement la place du travail, mais aussi la façon dont on travaille, et du coup la façon dont on va manager, dont on va s'organiser. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais te donner justement la parole, Pauline, parce qu'on parle effectivement de concurrence des talents. Est-ce que vraiment ça se constate? Alors je sais la réponse pour certains, mais toi pas forcément, mais au regard également de ce questionnement du sens et potentiellement de cette modification de la raison d'être des entreprises pour l'attractivité et peut-être aussi pour l'impact sociétal, environnemental. Oui, et je rajouterais même pour le lieu, en fait, parce que dans ce que tu évoques, ce qui me paraît hyper flagrant par rapport à ce que nous, on propose, c'est de dire que les chefs d'entreprise choisissent de positionner leur entreprise, pas dans une entreprise, en fait. Ils choisissent de mettre leur entreprise dans un tiers-lieu. Et du coup, ils font venir leurs collaborateurs dans un tiers-lieu. Et un tiers-lieu, c'est quoi? C'est un tiers-lieu entre l'entreprise traditionnelle et la famille. Et en fait, du coup, le matin, on va à Bel Air. Et en fait, on travaille dans son espace privatif, évidemment, mais dès qu'on prend une pause, on n'est plus dans l'entreprise, en fait. On est dans le tiers-lieu et on est en dehors, en fait, avec tout ce que notre métier fait qu'on anime. Donc, il y a plein d'autres propositions, mais en fait, on n'est pas 100% de la journée au travail. Et je pense que ça rajoute dans la quête de sens, en fait. Parce que on sait que on aide à améliorer la marque employeur des entreprises qui sont chez nous. Ils mettent en avant le fait d'être à Bel Air Camp plutôt que dans un endroit plutôt classique. Mais ça, par ton retour, je trouve que c'est très flagrant, en fait. Oui, donc pour toi, l'identité, finalement, ça facilite, c'est une force. Oui, tout à fait. C'est incontournable. Ouais. Je voulais rebondir avec toi, Bruno, parce que Fujitsu a redéfini sa raison d'être. Et je trouvais ça intéressant, cette nouvelle raison d'être dit la technologie au service d'un monde meilleur. Oui, alors c'est les transformations des grands groupes. Fujitsu, c'est quand même une grande dame de 90 ans. Voilà, aujourd'hui, on est 130 000 collaborateurs dans le monde, donc il y a quand même un temps entre la raison d'être et le changement qu'on voit, bien sûr. Mais c'est important parce que surtout, Fujitsu, c'est une société japonaise et c'est vrai qu'on a dans cette on a cet ADN aussi. Le Japon est quand même impacté aussi par ces sujets environnementaux, par les séismes. Ils ont eu pas mal et donc ils ont à cœur d'utiliser la technologie pour contribuer à un monde meilleur, que ce soit dans la réhumanisation de l'expérience collaborateur pour ce qui me concerne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu disais que quand même au quotidien, vous n'êtes pas pour tout automatiser. Voilà, exactement. Mais ça et à l'inverse, humaniser les processus. Exactement. Ça fait partie de nos... c'est une proposition de valeur sur le marché, dans les services qu'on propose aux entreprises, c'est de privilégier une approche qui soit un curseur intermédiaire, même si on accélère dans la digitalisation, aussi parce qu'on a un prisme financier qui est ce qu'il est et qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas, même si ça va changer,
apparemment. Mais on peut pas, tout le monde n'investit pas plus qu'avant dans ces sujets-là. Donc il faut utiliser la technologie pour proposer mieux à des prix plus intéressants, mais tout en positionnant le curseur sur une réhumanisation de la relation. Ok. Et ça, c'est important. Merci. Juste encore un mot sur le projet humain, Marie-Pierre, et puis après je vais donner la parole. Oui, Elisabeth, tu disais finalement qui impulse tout ça. Et on disait, finalement, c'est systémique. Et effectivement, moi, je trouve que je le travaille depuis 25 ans à peu près. Et donc, c'est peut-être un conseil pour les dirigeants d'entreprise qui sont là ou les RH. C'est qu'à côté du projet de développement de l'entreprise, économique, business, etc., par rapport au sens, par rapport à trouver du sens à son travail et à sa collaboration dans l'entreprise, et par rapport à une relation d'emploi qui est quand même très brouillée, de travailler sur ce que j'appelle le projet humain, qui est finalement l'ambition de cette communauté de travail, qui permet finalement de rebalayer beaucoup de choses, le contenu du travail, mais aussi les modes de management, et de se faire finalement un projet dans lequel les salariés sont autant responsabilisés que utilisateurs, consommateurs. Et c'est aussi une façon d'aborder la dimension collective et individuelle, et faire finalement que l'implication dans le travail du salarié, par le salarié, soit aussi pour lui à titre individuel une ressource. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Je l'ai fait une vingtaine de fois. Et en fait, ça donne un cap partagé, un cadre partagé. Mais après, le chemin, on le construit ensemble avec les collaborateurs. Et à côté du projet business, du projet de développement, c'est un élément très fort de clarification des engagements réciproques. Ouais, mais comment embarquer aussi les collaborateurs dans un projet humain comme ça quand on est 10 000, 20 000 ? Ah mais ça se fait par des modes collaboratifs, par le management participatif, des gestions de projets. Alors évidemment, quand on est 10 000, ça prend plus de temps, mais on peut le faire. Moi, je l'ai fait aussi bien avec des entreprises de 1000 personnes, de 1000 personnes, que des entreprises de 200. Et on ne va pas utiliser les mêmes modes de participation, collaboration. On va injecter un peu plus ou pas. Mais aujourd'hui, de toute façon, je pense que c'est incontournable. Et on a les outils pour, non ? Oui, en plus. Mais l'innovation, l'adaptation, elle vient aussi de l'innovation ordinaire. Et les gens, ils ont plein de choses à proposer. Bien sûr. Et c'est ce il que faut je les voulais que tu nous mobiliser. dises, en fait. Je vois qu'Alexis... Voilà. Ok, donc est-ce que vous avez des questions ? Et puis après, il y a un monsieur là. Bonjour, Marie-Françoise Villard, journaliste. Là, vous avez bien parlé des outils ou des maillons essentiels pour garder la cohérence avec le télétravail. À l'entreprise, au Forum de l'entreprise du futur qui a été organisé pendant le Covid, il y avait des chefs d'entreprise qui disaient, pour nous, le télétravail a été une fragilisation pour la cohérence des équipes. Est-ce que vous l'avez remarqué? Et d'autre part, dans votre expertise, est-ce que vous avez remarqué que cette cohérence ou cette incidence qui pouvait être éventuellement négative avait des influences plus négatives sur telle tranche d'âge ou telle tranche de salariés, des gens qui rentrent, des gens qui ne rentrent pas, par rapport à la maturité de l'entreprise et par rapport à l'âge? Alors je dirais par rapport au métier, parce que finalement, on peut avoir des jeunes devs qui étaient très heureux d'être en full remote et qui n'ont pas voulu revenir dans l'entreprise, n'avaient pas envie, parce que déjà c'était une habitude. Et puis on avait dans d'autres métiers des jeunes qui, comme l'a dit Pauline, étaient dans des conditions de travail dégradées, une cuisine, pas de table, etc. et qui souhaitaient revenir au plus vite dans l'entreprise. Donc je pense que c'est un mixte de composantes, d'attributs, pour faire cette analyse, finalement, est-ce que on essaye toujours d'avoir des tendances générales, alors que l'entreprise, les gens sont singuliers, et donc il faut vraiment segmenter pour avoir une analyse pertinente, et du coup des conclusions et des solutions pertinentes. Oui, bonjour. Excusez, c'est plus une remarque qu'une question. Alors, tropisme professionnel puisque je suis avocat, mais je suis frappé par une chose, c'est que dans l'explication, les présentations que je partage en grande partie, il me semble qu'on oublie un outil qui est souvent perçu comme une contrainte, mais qui est en fait aussi une opportunité, c'est le droit. On n'a pas parlé de droit pendant 1 heure. Or, les nouvelles relations entre, je ne vais pas employer le terme volontairement de salarié ou d'employé, mais de collaborateur et de l'entreprise,
elles sont aussi cadrées par le droit. Elles sont cadrées par le droit parce qu'un contrat de travail, vous l'avez un moment dit, mais d'une façon différente, ce n'est pas la même chose qu'un contrat avec un auto-entrepreneur. Elles sont aussi cadrées par le fait que moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs dans l'innovation, et à un moment donné, on me dit, mais comment je protège, non pas moi, mais l'entreprise, par rapport à l'information que je divulgue à des gens qui sont auto-entrepreneurs et sur lesquels j'ai... Bon. Et ça me semble important d'intégrer dans la réflexion cet outil, et non pas comme étant un outil figé, mais comme un outil qui doit être capable d'évoluer, qui évolue beaucoup, mais qui est au service de l'entreprise et aussi du collaborateur. Lequel collaborateur, si on prend l'exemple du télétravail, moi dans mon métier, j'ai quand même dû dire à des collaborateurs qui m'expliquaient, vous comprenez, je suis en télétravail pendant le Covid, j'ai les enfants de 16h à 18h, donc je travaille de 21h à 23h. Il faut leur expliquer parce que c'est l'engagement que vous évoquiez et c'est super. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça part d'un très bon sentiment. Mais il faut aussi les protéger contre eux-mêmes. Donc c'est un outil qu'il faut intégrer complètement dans la discussion pour ne pas le subir comme une contrainte, mais l'avoir comme une opportunité. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, ce sera une forme de question, mais ça me paraît important. Alors, je vous rejoins. En tant que DRH, le droit est un levier et on peut être très créatif avec notamment le droit du travail. J'ai beaucoup travaillé sur la propriété intellectuelle aussi. Donc, oui, c'est une dimension, on n'avait pas prévu de l'aborder aujourd'hui. Elle est forcément présente et je pense qu'aujourd'hui, le droit du travail, il est aussi percuté par de nouvelles pratiques, de nouveaux usages et qu'il va y avoir une adaptation parce que l'histoire du télétravail et des accidents du travail, c'est vraiment le serpent de mer depuis des années. Moi, j'ai mis en place le télétravail avant le Covid. C'était déjà un sujet. Donc, il y a plein de choses où, effectivement, il y a un cadre qui est celui du droit et un cadre qu'on va devoir aujourd'hui dépasser et adapter. Après, je pense qu'au-delà du contrat de travail, aujourd'hui, il ne faut plus voir le salarié comme une ressource humaine, mais comme une personne qui n'est pas que sous contrat, et une personne qui a aussi, comme je l'ai dit, il y a une évolution de la vie qui impacte l'évolution du travail. Et les gens l'ont vu, ça, pendant le confinement, les visios, où finalement, les managers ont découvert la vie de leurs salariés, qu'ils avaient des enfants, qu'ils avaient des contraintes, qu'à 4h30, ils n'avaient plus de nounou, donc ils devaient, etc. Et donc, je crois que cette humanisation, finalement, de la relation de travail, elle doit rester. On doit capitaliser là-dessus, parce qu'on l'avait vraiment oublié, par rapport à cette vision très mécanique d'une organisation et du lien de subordination. Oui, moi je voulais rebondir. Alors, en effet, le droit, c'est un levier. Et puis, le télétravail a été un sujet pour beaucoup d'entreprises avant le Covid. Puis d'un seul coup, visiblement, maintenant c'est possible. Et tout le monde va être en télétravail. Donc c'est aussi la manière dont on l'utilise. Et c'est aussi la politique de l'entreprise qui est liée. C'est pas uniquement ce que le droit permet. Et en effet, le droit permet beaucoup de choses. Et on l'a vu. Les entreprises, en toute légalité, ont fait beaucoup de choses. Après, il y a aussi quelques dérives, en tout cas des points de vigilance. Ça a été mentionné pas mal pendant le confinement. Et les entreprises ont tendance aussi à chercher à comprendre de mieux en mieux ce que font les collaborateurs sur leur poste de travail. Certaines ont été un peu trop loin, on l'a vu. Certaines voulaient filmer leurs collaborateurs au travail. Donc on voit que la loi permet des choses. Donc j'ai découvert qu'il y avait des choses qui étaient autorisées, d'autres non. Mais il y a aussi de plus en plus d'outils de visibilité. Dans le monde de l'expérience utilisateur, on a des outils qui en fait permettent de collecter ce qui se passe sur les postes utilisateurs pour ensuite, de manière anonyme, afficher des indices d'expérience et être capable de dire la performance des ordinateurs ou des équipements de vos collaborateurs depuis 2 jours elle est moins bonne, ou elle s'est dégradée pour tel site ou pour telle entité, pour telle raison, et ou la qualité du réseau. Ça, c'était très important au moment du confinement. Ça a permis aussi d'évaluer les gens qui étaient en difficulté d'accès, est-ce que c'était lié à leur Wi-Fi personnel, voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut manipuler avec beaucoup de prudence, même si ça permet aussi de mettre les moyens sur des sujets qui sont importants. On l'a dit, on est dans un environnement où on est avec des budgets qui sont quand même assez contraints, en tout cas pour ce qui est du digital, au service de l'expérience employée. Et donc ces outils permettent aussi d'investir l'argent au bon endroit, là où ça va faire une différence dans l'expérience et l'autonomie du collaborateur. Oui, puis j'avoue que ça a été un choix, parce que quand on parle de télétravail, moi j'étais consultante pendant très longtemps, je partais en France, à l'étranger, et forcément j'avais aussi envie des fois d'être chez moi, et donc de travailler à la maison. Et du coup, on me renvoyait toujours à la loi, à la règle, ce qui n'était, tu viens de le dire, hein, ce qui n'était pas possible est finalement devenu possible. Donc, et Marie-Pierre le disait, on parle beaucoup d'organisation
et de droit quand on parle de télétravail, du flex office, etc. Et on voulait mettre l'accent sur l'autre aspect. En fait, les entreprises ont un management qui est très tourné, et les actionnaires aussi, vers la gestion des risques. Et on voit que maintenant, on se tourne vers la gestion des plus, pas du moins, mais du plus. Le potentiel des gens, leur capacité à proposer, à être contributeur à l'innovation. Le thème, c'était aussi l'innovation collective. Et donc, je pense qu'il va y avoir j'espère en tout cas, je le souhaite, un changement de prisme. Mais pour autant, le droit, c'est aussi un outil de créativité. Et moi, je l'ai manipulé très souvent dans ce sens. C'est quand on connaît le cadre qu'on peut aussi aller au-delà ou faire mieux. Une autre question ? Oui, bonjour. Bonjour. Justement, je voulais rebondir sur cette question d'organisation. C'était un article de McKinsey en 1980, donc qui date un petit peu, qui disait la structure, c'est pas l'organisation. Et on a tendance à les confondre. Et bon, je méditais en vous écoutant, et merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit, qui est très très nourrissant. Et ça m'évoquait une image un petit peu bio-inspirée, j'espère qu'Alexis me donnera pas tort. C'est celle du corps humain, qui a été imaginée par notre manager encore beaucoup plus tôt. De dire il y a la colonne vertébrale, il y a le squelette qui sont les os et qui sont la structure et qui donnent sa consistance et qui donnent sa stature au corps, et puis il y a les organes autour qui lui donnent sa chaleur, qui lui donnent sa vie et puis qui assurent les fonctions vitales. C'est-à-dire que c'est pas le squelette qui assure l'essentiel des fonctions. Enfin, je voulais vous partager cette image dans un premier temps, et finalement cette crise Covid a été un petit peu le moment, je pense qu'on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre, où l'enveloppe géographique a échappé et on s'est du coup raccroché à ce qui fait l'identité de l'entreprise. Moi j'avais la chance d'être dans une entreprise où il y avait un élan vital, un cœur qui battait très fort, donc on s'est tous raccrochés à ce cœur qui battait, puis on a continué à travailler, ça a assez bien marché. Puis on a vu des entreprises au contraire avec des organes qui s'éparpillent et qui partent un petit peu dans la nature, puisque finalement il n'y avait pas une véritable raison de s'accrocher au cœur. Voilà, je voulais vous mettre cette image en tête, et peut-être pour cibler plus la question, autour de la question du rythme. Le cœur, il donne à la fois l'élan vital, il donne aussi un rythme à l'entreprise. Et le télétravail, le travail localisé, c'est aussi un rythme qui est important de respecter, parce que les humains, ils ont gardé leur rythme physiologique. Alors, c'est très intéressant comme métaphore, et d'ailleurs, je pense que la notion du rythme, elle est aussi portée par la notion de la proximité. Et je pense que là où le télétravail a changé beaucoup de choses, c'est que d'un seul coup, on parlait de la culture de l'entreprise, de l'ADN ou du rythme, et tout ça, c'est porté en fait par quand on est au contact de ses collègues. Et ben c'est là où on digère, où on découvre aussi cette culture, et on s'en imprègne et on la diffuse aussi aux collaborateurs ou aux nouveaux arrivants. Et je pense que c'est la même chose aussi pour le rythme. Et donc en fait, c'est aussi les managers ou le top management qui incarnent aussi ce rythme, qui incarnent cette culture, qui ensuite se diffuse dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'au moment du télétravail, du coup, tout ça s'est retrouvé détaché. Et donc si en effet le cœur bat pas très fort ou battait pas très fort avant, c'est plus difficile de se souvenir du tempo et de garder un peu cet ADN. Donc je pense que... Je trouve que le parallèle est intéressant aussi, dans la mesure où on dit que un corps a des capacités. On a tous des capacités différentes, mais qu'on peut développer, travailler, etc. Et l'entreprise, c'est pareil finalement. Il y a une structure, il y a une organisation, il y a des ressources. Et les capacités, notamment collectives, d'une entreprise à bien mobiliser ses ressources financières, humaines, technologiques, eh bien vraiment, c'est la clé de toutes ces stratégies d'adaptation sur lesquelles les entreprises sont aujourd'hui obligées d'aller. Et effectivement, travailler sur toutes ces dimensions-là, c'est ce que je fais notamment. C'est parfois challengeant, mais franchement, ça marche. Alors oui, le collectif donne le rythme, mais c'est important à chacun de trouver son propre rythme aussi, histoire de ne se retrouver dans une machine à laver. Bonjour. On vient de parler encore beaucoup de chaleur humaine. Est-ce que vous auriez des conseils et comment réagir face à des gens qui réclament 3, 4, voire 5 jours de télétravail par semaine, et comment continuer à les intégrer dans l'équipe? Comment ne pas les exclure, puisqu'en fait, ils s'excluent d'eux-mêmes. Voilà. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse magique toute faite. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est une grande structure? Est-ce que la culture est déjà forte? Est-ce que la culture elle est forgée par des succès commerciaux, par des réussites de projets, par des produits qu'on a réussi à commercialiser, mais aussi par tout ce qu'on fait en dehors pour justement avoir cette proximité, cette relation? On parlait de tiers-lieux. J'aime beaucoup cette comparaison, ça parfois j'entends, mais
Le tiers-lieu, c'est entre la famille et le travail. Et quand on fait une pause dans un tiers-lieu, on n'est plus au travail. Ça, je trouve ça intéressant comme prisme. Et donc voilà, je pense que ça dépend beaucoup de l'écosystème. Mais en effet, le tiers-lieu, typiquement, ça peut être une partie de la réponse. Tout dépend de la manière dont la culture se véhicule dans l'entreprise. C'est-à-dire, si la culture, c'est se retrouver, faire des happy hours et être des amis au travail, certaines entreprises cultivent ça. C'est plus difficile en effet, et je pense qu'il n'y aura pas de réponse évidente à cette question-là. Après, si la culture elle est basée sur des réussites, sur des succès, sur des retours d'expérience, ça peut être autre chose. Alors peut-être aussi revenir au contenu du travail de ces personnes-là. Finalement, quelles sont les tâches qu'elles doivent faire, qu'elles peuvent faire seules, qu'elles doivent faire en collaboration, en coopération, ou des tâches sur lesquelles elles ont besoin d'être stimulées par finalement une mise en commun, une relation sociale, etc. Et bien évidemment, tout le contexte managérial, culturel de votre entreprise est important, mais aussi de replonger vraiment sur ce qu'est l'emploi de cette personne, comment elle peut l'exercer et quels sont les points où justement elle a besoin ou pas d'être là pour travailler avec les autres, etc. Et puis après, il y a aussi une animation de type communication interne, managériale. Ça, je dis souvent, on va chercher des choses un peu compliquées où on a des rouages souvent basiques qu'on fait déjà pas bien et qui peuvent être de très bonnes solutions. Donc moi, ma recommandation, c'est déjà regarder l'emploi, les tâches que la personne a à faire et voir effectivement si c'est elle peut-être 5 jours là et revenir quelques fois par mois sur des temps forts pour des collaborations avec d'autres et une animation au quotidien sur d'autres modes. Je rajouterais peut-être qu'en fait, on a parlé de employee experience. Et en fait, pour moi, c'est drôle parce que tu parlais de tiers-lieu et moi, j'ai envie de parler de ton terme parce que, en fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Pour moi, c'est important que venir au travail, ce soit justement pas une contrainte, mais une opportunité, quelque chose qui est incontournable, en fait. Que ce qu'on fait au bureau, on ne peut pas le faire chez soi. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup se dire, si je suis chez moi, je peux faire tourner une lessive, je peux faire des trucs que j'ai pas le temps de faire quand je suis au bureau. Mais en fait, au bureau, on fait plein d'autres choses qu'on peut pas faire quand on est chez soi, en fait. Et peut-être que travailler sur cette employee experience, de faire que il va rater des choses, le collaborateur qui est chez lui, en fait. C'est pas pour l'exclure. Enfin, vous dites vous-même qu'il s'exclut lui-même, donc vous ressentez bien ce qu'il peut rater. Mais c'est peut-être lui faire ressentir, lui faire comprendre. Et bon, je ne connais pas la taille de votre entreprise. Dans des petites entreprises, je trouve que c'est plus facile parce que c'est vite quelqu'un qui s'exclut de tout le small talk qu'il va y avoir dans le bureau ou dans tous les moments informels quand on sort du bureau et qu'on est même avec les autres. Et en fait, nous, on voit très bien avec juste les personnes qui sont en alternance, qui sont pas là avec le rythme de l'alternance, ils ont l'impression d'avoir raté une vie juste parce qu'ils n'étaient pas là, en fait. Et ça se rattrape pas avec le chat ou dans la visio qu'on peut faire chaque jour, en fait. Okay. Une dernière question, oui, je crois. Bonjour, merci pour ces réflexions qui sont très intéressantes. Pour aller un peu dans ce sens-là aussi, j'ai une question sur la localisation des employés. Et avec ces nouvelles mutations des lieux de travail et notamment par exemple le néo-ruralisme aujourd'hui, des gens qui veulent de plus en plus aller repopuler les campagnes, est-ce que par exemple, même si j'adhère pas trop, est-ce que par exemple le métavers peut être une solution, des métavers d'entreprise pour mieux inclure des employés qui se trouvent plus du tout finalement dans le lieu de l'entreprise mais sur un lieu externe qui peut être n'importe où aujourd'hui dans le monde? Ouais. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que je dis ça à chaque fois, mais les questions sont toutes... Mais vous avez que des bonnes questions. C'est un super sujet. C'est un vrai sujet. Après, la question, c'est aussi de se dire qu'est-ce que j'ai perdu et ce que je cherche à retrouver. Et c'est vrai que souvent, pourquoi le métavers et ces expériences-là, elles attirent aussi, et je pense que c'est important d'ailleurs de les expérimenter, hein, c'est parce qu'on dit, pour ceux qui ont déjà vécu ce type d'expérience, on retrouve un niveau d'immersion dans la relation qui est quand même nettement supérieur à celui de la vidéoconférence ou de l'échange téléphonique. Et donc en effet, c'est cette promesse d'une collaboration avancée et qui fait davantage appel. Après, ça dépend de ce qu'on recherche et ça ne remplacera pas pour autant tout ce qu'on vient de dire sur les échanges qui ont lieu au bureau. Ouais. En fait, on a des évolutions qui se sont faites énormément ces 20 dernières années avec le digital, le numérique, mais que les entreprises n'ont pas toujours capté. Et le fait que finalement l'entreprise n'est plus le seul lieu où les gens vivent une communauté sociale, une sociabilisation, des apprentissages, se forment.
l'entreprise, elle n'a pas tellement encore intégré qu'effectivement, elle est aujourd'hui en concurrence avec d'autres communautés de vie, de travail, d'apprentissage, de développement des gens. Et de la même façon qu'on axe toutes les politiques sur la rétention, la fidélisation, il faut aussi peut-être faire des politiques, axer des politiques sur le fait que les gens vont partir. Il faut qu'ils partent dans de bonnes conditions et qu'après, on pourra peut-être les faire revenir. Là, il y a une boîte qui me disait, on a perdu 4 ingénieurs et on en a récupéré 4 qui étaient partis, qui sont revenus. Donc, pour toutes ces problématiques-là, c'est-à-dire finalement un salarié qui veut vivre en campagne, etc., je crois que l'entreprise, il faut qu'elle se repense dans l'espace de travail, avec notamment des modalités remote, coworking, tiers-lieux, etc. Mais aussi qu'elle repense finalement ce qu'elle est et cette relation employeur-employé. Ouais, je vais juste terminer. Je pense que c'est très important ce que tu viens de dire sur les communautés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le collaborateur, il a une approche du travail qui est le travail, c'est un temps permis, et qui est d'ailleurs un temps de sociabilisation aussi, ou d'apprentissage aussi, parmi le reste de son emploi du temps, dans lequel on retrouve une communauté familiale, mais aussi des communautés, voilà, ça dépend de sport, d'apprentissage, de jeux, voilà. Donc, et je sais pas si vous, moi c'est une anecdote qui me fait un peu, qui m'amuse beaucoup, mais ce sera ma dernière, promis. C'est qu'on voit de plus en plus de gens qui maintenant s'assument membres de communautés de jeux vidéo. Et je trouve que c'est une espèce on assume désormais d'être un peu gamer ou même complètement gamer et étant en même temps manager dans une boîte grande ou plus grande, voilà, mais sans que ça transparaisse ou qu'on l'ait dit. Et je trouve que c'est amusant de voir un peu voilà, les gens sortir un peu du bois sur ce sujet-là, parce que c'est une communauté importante et pour les nouvelles générations, c'est même prépondérant dans leur socialisation. Merci Alexis de prendre une petite minute pour conclure. D'abord, je voudrais vous remercier à tous, aussi à vous pour vos questions, pour la qualité de cette réflexion et des éléments que vous avez amenés. Moi, je vous propose ma petite synthèse, ma conclusion de ce qui m'a touché. J'ai beaucoup aimé l'introduction de Marie-Pierre en disant recentrer la réflexion sur la définition des postes. Finalement, notre capacité d'agilité, elle est d'autant d'optimiser si on est clair sur finalement ce pourquoi on est dans l'entreprise. Le travail, voilà. Tout à fait. Ensuite, je retiens de Marie-Pierre, effectivement de Bruno et puis effectivement de Pauline, la notion d'écosystème animé, régulé, donc le droit aussi a bien sûr sa place, avec l'accès à la connaissance et aux compétences, avec des zones de tiers-lieux qui sont finalement en dehors de l'entreprise, mais qui donnent une richesse, qui donnent une vie, une vitalité aux salariés et qui leur donnent envie de venir finalement au travail et ils savent qu'ils vont trouver des lieux où ils auront une expérience de travail encore plus riche que simplement rester chez eux. Et puis, en conclusion, je dirais peut-être que ça nous fait réfléchir à un management qui est recentré sur la vie, sur le potentiel à encourager, et aussi, comme une danse, sur le rythme. Le rythme, ce n'est pas uniquement d'aller de la course, c'est aussi de savoir aller plus lentement, et c'est aller plus vite, et le faire tous ensemble. Et finalement, voilà, ce sera ma conclusion. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le futur du travail, c'est pas d'apprendre à danser ? Merci.